Bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième dispute du cycle agriculture au pluriel. Alors ce soir c'est la nuit des idées et nous sommes très heureux de nous inscrire dans cet événement et même de représenter pour l'occasion l'université Paris-Saclay puisque nous co-organisons cette dispute avec la diagonale Paris-Saclay. Et puis d'autant plus heureux que des idées, nos invités n'en manquent pas. Ça va venir très vite. Et grâce aussi à vous tous, à vos réflexions, à vos questions, à vos interpellations peut-être, je suis certain que cette dispute va se transformer en une grande marmite à idées ou quelque chose comme ça pour rester dans l'agriculture, l'alimentaire. Bon, c'est peut-être d'autres comparaisons possibles que la marmite. Alors, agriculture en rupture, qu'est-ce qu'on entend par là? La première dispute de ce 5e cycle était consacrée à l'agriculture conventionnelle qui représente environ 90% des terres cultivées en France, je crois. La seconde était consacrée à l'agriculture biologique qui, elle, représente à peu près 8% des terres cultivées. Et donc la part qui reste pour cette troisième dispute est consacrée aux agricultures alternatives et disons un peu maigre. Pas négligeable, mais en tout cas plutôt petite. J'ai fait quelques recherches, interrogé nos enseignants, nos chercheurs, et d'après ce qu'ils me disent, il n'y a pas de décompte vraiment officiel, ni officieux d'ailleurs, de la part de cette agriculture sur les terres cultivées. Donc ce soir, nous embarquons pour un grand voyage dans l'inconnu académique, une plongée dans le monde mystérieux des agricultures alternatives. Je vais quand même tenter en tout cas une définition très imparfaite et très provisoire, pour ce soir seulement. Ces agricultures sont en rupture par rapport au modèle conventionnel. Elles ont choisi de reconnecter la production agricole, et plus particulièrement notre alimentation, à plein d'autres choses. La reconnecter à notre environnement, à un terroir, à un climat particulier, à des traditions culturelles. Elle tente de favoriser la vie des sols, et donc de ne pas trop les remuer, de ne pas trop les asperger de produits divers et variés. Elle tente aussi de favoriser la diversité animale, ses interactions avec le monde végétal. Elle respecte les écosystèmes, elle tente de favoriser leur dynamisme et leur capacité de résilience, d'adaptation à des situations inconnues. Et elle tente aussi, ces agricultures, de reconnecter socialement. Manger, c'est d'abord manger ensemble. C'est peut-être manger quelque chose qui a été produit par une personne que l'on connaît, qui vit pas très loin, à qui peut-être on a donné un coup de main. Manger, c'est aussi se soucier de la trace que laisse notre acte. Peu de déchets ou alors recyclables, pas de longs voyages carbonés, pas d'exploitation de paysans pauvres à l'autre bout de la planète. Et puis il existe aussi des déconnexions plus philosophiques et même dans certains cas spirituelles. On peut penser à la biodynamie qui fait explicitement référence aux forces invisibles des éléments ou à des personnes comme Pierre Rabhi qui vénère Gaïa, la terre nourricière, et fait l'éloge d'une sobriété qui ressemble parfois à une ascèse. Bref, on se rend compte que l'acte de cultiver ou de manger implique toute une succession de choix plus ou moins conscients et que l'ensemble de ces choix construisent un territoire, pas seulement agricole, un réseau d'échanges, mais aussi un espace mental, poétique, politique. Mais, voilà, parce qu'il y a des mais, sans mais, il n'y a pas de dispute, mais à force de regarder une tomate comme autre chose qu'une simple tomate, est-ce que l'on n'en oublierait pas de faire pousser des tomates, en tout cas assez pour tout le monde? Est-ce qu'on est obligé d'enrober cette tomate d'autant de discours, au risque de faire disparaître les agriculteurs derrière une nuée de néo-gourous pour magazines sur papier glacé? Est-ce qu'on n'est pas en train simplement de mettre en place des stratégies de distinction sociale? Ma tomate à moi vaut plus que ta tomate à toi. Elle est plus naturelle, elle est plus engagée, elle est plus vertueuse que ta tomate à toi. Voilà les questions qui vont nous animer ce soir. Et ce soir aussi, et c'est une première, nous allons commencer par une lecture. Et donc je laisse le micro à Hélène Maton.
Moi, à l'origine, j'avais un garage poids lourd et mon épouse était au bureau. Donc j'ai fermé en 2001, j'ai licencié. Parce que je devais aller me faire poser des prothèses de hanche et je pensais être en invalidité, d'après ce que le médecin conseil avait dit. Aussi bien vous pourrez plus travailler, tout ça, tout du moins plus faire le boulot que vous faites. Donc, comme ça, on avait racheté ici, en 98. Je voulais faire du maraîchage, mais un petit peu, comme ça. Parce que mes parents étaient agriculteurs ici, un petit peu au-dessus. Et c'est ce qui me plaisait, je voulais travailler la terre. Bon, les médecins, ils voulaient pas, mais j'ai dit, si, je le fais. J'ai fait la ferme pendant 20-25 ans de mes parents, mais toujours en travaillant à l'extérieur. Je faisais mes heures à l'extérieur et je venais le soir, et mes congés. Les week-ends, travailler la ferme, chez mes parents, puisque mon père était malade. Mon père a toujours été malade et moi, d'un seul coup, ça a commencé. Je commençais à avoir des problèmes et tout. J'en étais venue à ne plus pouvoir rien manger. Caché pour l'estomac, sans arrêt, des maux de tête tous les jours et puis aller voir les médecins. Alors le spécialiste commence à vous demander vos antécédents. Oh, ben votre père, il était malade. Et ben voilà, ça y est, vous êtes catalogué. Vous allez être malade toute votre vie. Il me disait, il me disait pas, vous avez ça, non. J'étais sensible de l'estomac. Voilà ce qu'il disait. Ben, fallait que ma mère, elle prenne un autre père, hein. C'était ça, en gros. Et on a commencé à se poser des questions. Parce que comme je venais encore ici chez mes parents et je pouvais presque plus rien manger. Alors mon père faisait souvent de la soupe. Donc je mangeais de la soupe. Parce qu'il aimait bien faire la cuisine. Ma mère, elle était partie. Elle a cédé la ferme et elle est partie. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que c'était même avec la soupe que j'étais malade. Alors j'ai dit, mais mince, pourtant... de la soupe. Mon père avait des légumes et tout, et j'ai dit, c'est pas normal. Et il m'a fallu longtemps pour me rendre compte. Et puis, d'un seul coup, j'ai dit, et non, comment tu fais ta soupe? Il me dit, je mets des légumes et tout. Et là, on a trouvé. Au départ, il faisait ça avec de l'ail et tout ça, mais après, il achetait les préparations toutes prêtes, avec tout ce qui est ail, thym, persil et tout. Les herbes du Cros, les petites bouteilles là. Il l'utilisait beaucoup. Et ben c'était avec ça que j'étais malade. Alors c'est de là qu'on a commencé à se poser des questions. Du coup, on a changé totalement de nourriture. D'abord, on n'a plus mangé de viande. Et puis, on a commencé à manger plus naturel. Et ben aujourd'hui, je prends plus rien. Plus de médicaments, plus rien. Et puis des crampes d'estomac, c'est très 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 rare que ça m'arrive. Pourtant, je crois que j'ai encore le même père qu'à l'époque. Alors là, on dit, là, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on est parti sur tous ces trucs-là. Et c'est pour ça que même moi, le nom bio, il me plaît pas. Je dirais naturel. Un point, c'est tout. Faut laisser faire la nature. Bio, c'est encore les gros trusts qui ont réussi à faire partir un nom. Comme ça, eux ils peuvent encore se servir du naturel. Voilà. Du coup, moi mon rôle, c'est planter un pied de fleur à côté d'un pied de tomate, parce que le pied de fleur va aider la tomate par son odeur, va chasser les insectes, amener du compost dans la terre pour aider à protéger, pour que les insectes puissent être là, aider à favoriser les insectes et tout ça, mais surtout mettre aucun produit, même bio. Parce qu'il y a 2 ans, j'avais mes poireaux, ils avaient la rouille. Et donc, on a appelé les techniciens. Alors, il vient et il dit, la rouille, c'est pas grave, hein, c'est parce qu'on arrive au mois de septembre, l'air est fort humide et le poireau, lui, il a soif. Bon, il fait sec, donc il manque de végétation. Il est sensible à la rouille. Bon. La seule chose qu'il faudrait faire, c'est l'arroser, mais au pied, pour pas que l'eau vienne sur les feuilles. Par contre, il y a un peu de verre, et ça, c'est pire que la rouille. Mais ça se voit pas pour l'instant. Donc, il me dit, tel produit bio, faut acheter.
Bon, on est allé acheter la boîte tout de suite. Et quand mon épouse est revenue avec la boîte, je regarde pour l'utilisation. Alors, protège les abeilles et tout ça. Bon, jusque-là, c'est bien. Et puis, d'un seul coup, en dessous, attention pour l'utilisation de ce produit, mettez un masque. Ne pas traiter dans un endroit où les abeilles sont à proximité. Oh, je dis. Alors la boîte, elle est restée là, je m'en suis pas servie parce que j'ai dit, alors si c'est dangereux pour certains insectes, s'il faut mettre un masque, je dis pas que tous les produits naturels sont bons, mais c'est encore repartir dans le système du chimique. Donc moi, je mets pas ça. Et je l'ai pas mis. Et les poireaux en sont revenus, hein, ils ont souffert plus du sec que d'autres choses. Alors après, le gars qui passe, là, d'écossaire, là, celui qui nous contrôle, il nous demande « Vous avez acheté le produit ? Ah, je croyais que vous alliez pas l'acheter. » Non, je dis « Ouais, bah, je l'ai acheté. C'est le technicien qui me l'a conseillé, mais le produit, tenez, le v'là. » Alors il dit « Ah, bah alors, vous l'avez acheté, mais vous l'avez pas mis ?» Bah, je dis non. Lisez la boîte, et après vous me direz. Ben, pourtant, ce produit-là, je connais, il est référencé chez nous, pas de problème, c'est bon, et tout. Je lui dis oui, mais lisez la boîte. Alors il lit sur la boîte ce que je lui avais dit, et ça lui a quand même paru bizarre que c'était marqué que ça attaque les abeilles, qu'il fallait pas traiter à côté des ruches et tout ça. Alors il dit ah ouais, ça c'est un peu bizarre, l'histoire qu'il faut mettre un masque et tout, pourtant le produit, j'ai pas d'expérience qu'il est mauvais, jusqu'à maintenant c'est du bon produit. Non, moi je pense que c'est eux qui ont été obligés de mettre ça pour se protéger, parce que si jamais le voisin il traite et puis que vous avez traité aussi, vous vendez vos légumes, la personne elle est malade avec, elle vous attaque, voilà. Moi je pense que c'est ça. Non, alors c'est pour ça, moi je mets rien, aucun engrais, rien du tout. J'ai ce que j'ai. La plante elle est adaptée à la région, à la terre et tout. Ouais, mais je suis seule, hein. Très mal vue dans le village à cause de ça. Le voisin, là, qui est un peu un Jean Foutre, il dit qu'il ne veut pas être tout près de moi parce que je vais mettre des maladies à ses récoltes. Mais moi, je mets jamais rien à mes pommes de terre. Je traite jamais une seule fois. Mes pommes de terre attrapent le mildiou en fin de saison, mais au pied, elles pourrissent pas. Bon, si, il y en a une de temps en temps qui pourrit. Je veux pas dire. Mais le reste, il pourrit pas. Tandis que, dès qu'il y a un tout petit peu de mildiou, alors ça y est, la récolte, elle y passe. Moi, c'est du plan que je fais moi-même, hein, tous les ans, depuis 15-20 ans. J'achète pas les plants. J'ai du meilleur résultat avec mes pommes de terre qu'avec les pommes de terre que j'achète. Hein. Alors, on dit qu'on traite pas, mais on va traiter la nuit. Ah bah, oui, eux, c'est ce qu'ils disent. Bah ouais, parce que sinon, on peut rien avoir. Si on met rien, on n'a rien. Voilà. Donc à partir de là, que voulez-vous leur dire, hein? Ils sont conseillés par des gens qui se font de l'argent sur leur dos sans s'en rendre compte. Alors, le confort, c'est on fait tout vite fait et puis on rentre chez soi. Voilà, le confort, il est là. Mais moi, j'aime bien mon compost. J'étale tout à la main. Je rentre, j'ai mal aux mains. J'ai mal au bras, je suis content. Alors il y en a qui disent que c'est une secte ici. Bah oui, parce qu'en AMAP, vous savez, les gens ils viennent travailler. Et tout ça, donc le samedi, le week-end, tout ça, il y a souvent des gens qui viennent. Alors il y a beaucoup de voitures ici. Alors c'est une secte. Bon alors voilà, bon mais moi maintenant je m'en fous. Encore à la télé ce matin, j'ai entendu la terre, elle produit pas assez. Ben moi je dis c'est pas vrai. C'est l'utilisation qu'on en fait. Moi, avec 1 hectare, je suis sûre de nourrir 50 familles. Avec 1 hectare, si c'était employé à fond. Mais pour ça, il faut de la main-d'œuvre. Parce que même 1 hectare, nourrir 50 familles vraiment en légumes, non, je veux dire que les gens, ils n'aillent pas acheter des légumes en plus. Eh ben, je suis sûre qu'à 2, on ne serait pas de trop. Alors là, cette année, c'est vraiment pénible. J'ai arrêté mes inscriptions à la MAP parce que je ne suis pas sûre d'avoir assez de légumes. Et si on avait de la main-d'œuvre à la main, on peut y passer, mais tout seul, c'est impossible. Il faut passer sur toutes les parcelles le même jour. Donc, il y a beaucoup de légumes de perdus. Donc,
Donc voilà un système pour lutter contre le chômage. Mais moi, bon, j'ai commencé à 56 ans. Si j'ai pas fait ma carrière, c'est pas maintenant que je vais la faire. Moi, c'est aux jeunes que je pense. Mais avec les normes de sécurité et tout, c'est catastrophique. Hein. Il y a un problème. Par exemple, le fromage blanc, là. Moi, je le fais totalement naturellement. Eh ben, je mange ça et j'ai plus mal à l'estomac. Il y a même été une fois où on avait oublié un bocal de fromage blanc que j'avais fait. Et il était resté dans une pièce à côté et puis on l'a retrouvé 3 semaines, 1 mois plus tard. Bon, alors, le plat de poêle et tout. Hein. Et là, ma femme, elle dit, je vais le mettre au chien. Hein. Ben, je dis, non, 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 il est beau en dessous, bouge pas, moi je le mange, tu verras bien. Si je meurs, t'en mangeras pas. Eh ben, j'ai rien eu. Rien du tout. Et c'est de là que je dis qu'il y a un problème. On mange quelque chose qui est soi-disant aseptisé et tout. Parce qu'il faut quand même pas dire, hein, on n'a jamais été aussi propre qu'aujourd'hui. Et pourquoi dans les maisons de retraite ou bien dans les cantines scolaires, d'un seul coup, on retrouve des enfants morts, des vieux qui sont décédés parce qu'il y a eu la salmonelle? Pourquoi la salmonelle, elle a eu le temps de se développer? Ah bah oui, il y a eu la rupture de la chaîne du froid. Ah bah ça, ils sont bons avec ça, hein? Ah ouais. Et il y a pire que la rupture de la chaîne du froid. Moi, ça passe jamais dans le froid. Ça reste toujours en plein soleil derrière la fenêtre. Les bactéries doivent se régaler. Et moi, le lendemain, je le mange. Et puis, je suis même pas malade. On est devenu, je pense, trop propre. Parce que, si bien on n'a pas le choix, on est condamné à vivre avec les bactéries. Voilà, c'est comme ça. Gilbert Vampouille, novembre 2012. Bon, merci Hélène pour ce très beau témoignage qui va nous servir peut-être de fil rouge. En tout cas, il aborde des thèmes qui vont nous intéresser ce soir. Il a été question d'abeilles, donc j'imagine qu'Olivier Darnay est plutôt content. Il y a un peu de permaculture aussi, donc parfait. Donc maintenant, chacun de nos invités va disposer de 5-6 minutes pour exposer son point de vue sur la question qui nous occupe ce soir. Ensuite, place au débat entre vous trois, à peu près 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite, ce sera le temps des questions, des interpellations du public, environ 1 heure. Et il faudra qu'on se quitte à peu près vers 20 heures. Et peut-être qu'on pourra, enfin, vous tous, vous pourrez continuer cette nuit des idées dans des afters idéaux. La rue Mouffetard ne manque pas de lieux propices à ce genre d'échange. Voilà. Alors, je commence par Olivier Darnay. Vous êtes un artiste plasticien, apiculteur urbain. Vous êtes diplômé de l'École nationale des arts appliqués de l'école Estienne. En 1996, vous déposez une annonce « Apiculteur cherche abeilles ». En fait, vous n'étiez pas... Enfin bon, ça vous nous le direz peut-être après. La réponse ne se fait pas attendre et à peine 1 mois plus tard, vous installez une colonie de 60 000 abeilles butineuses et une reine sur le toit plat de votre maison à Saint-Denis. 1 an plus tard, vous récoltez 40 kilos de miel et distribuez 300 pots dans votre quartier. Un adolescent goûte le miel et vous dit « c'est béton ». C'est la naissance du miel béton. Ça, c'est... Belle histoire, qui va remporter 4 médailles au concours régional agricole l'année suivante. En 2016, avec les fermes de Galie, vous répondez à un appel d'offres de la ville de Saint-Denis qui propose 1 hectare de terre après le départ à la retraite du dernier maraîcher de la ville, René Carsanté. Avec le parti poétique collectif d'artistes que vous avez fondé, vous développez alors sur cet espace un projet en permaculture qui mêle nature, culture et nourriture. Bon, à vous, je vous cède la parole maintenant. Appuyez. Oui. Et vous m'entendez? Bon, bonsoir à tous, merci d'être là. Moi, je ne vois pas de questions, donc, parce que je vois presque pas de point d'interrogation dans le sujet, donc je vais juste peut-être donner des éléments de contexte sur effectivement ce qui nous a encouragés, nous, du côté du parti poétique, à d'abord cultiver le ciel, finalement. C'est ce que l'on a fait avec les abeilles
un écho. Depuis 96, ouais, ça va faire 20 ans, et de voir effectivement comment, progressivement, de question en question et d'expérience en expérience, on s'est retrouvé à cultiver un sol, Saint-Denis, qui, dans un premier temps, en 96, a priori, n'était pas une terre de miel. Lorsqu'on traverse la Seine-Saint-Denis, on n'a pas l'impression que ça se mange. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un paradoxe troublant, en fait, d'une certaine façon, à voir comment les abeilles, qui, du coup, du haut de leurs 80 millions d'années, étaient en mesure de nous raconter une histoire de la ville, d'un développement territorial très fort, où finalement, si Paris est à cet endroit-là, c'est bien parce que finalement, on trouve ici les meilleures terres agricoles de France. Puis le fait est, c'est que le béton a eu raison de tout ça pour les raisons que l'on connaît. Et donc, il y a un développement formidable et parallèle entre l'agriculture et l'urbanisme qui, nous a fait à un moment poser à la fois des questions et des abeilles dans l'espace public. Donc, effectivement, on a fait du miel, et sans pour autant être un collectif d'apiculteurs. C'est-à-dire qu'on est un collectif d'artistes qui travaillons avec aujourd'hui un peu plus de 100 ruches, ce qui fait que c'est devenu en fait le plus gros rucher en milieu urbain d'Europe. C'est 6 millions d'abeilles sur le toit de la mairie de Saint-Denis et dans un lieu que l'on a appelé zone sensible, qui est à 400 mètres de la porte de Paris, à côté du Stade de France. Et le paradoxe de tout ça, ça a été de se rendre compte qu'en fait, si les abeilles de Saint-Denis produisaient entre 4 et 5 fois plus de miel que dans la majorité des régions rurales de France, nous, on continuait de considérer que c'était pas une bonne nouvelle. D'une certaine façon, si des fois certains journalistes ont le sentiment de pouvoir dire que les abeilles des campagnes vont être sauvées par les abeilles des villes, nous, on considère en fait que ce que montrent les abeilles en faisant du miel en ville, c'est que c'est devenu finalement un drame aujourd'hui pour les apiculteurs de ne plus pouvoir en faire à la campagne, quoi. C'est plutôt ça, finalement, la façon qu'ont les abeilles de nous raconter qu'elles n'en ont rien à faire de savoir qu'il y a des ruches en ville, puisqu'en fait, leur réalité aujourd'hui, c'est que les abeilles, elles meurent de l'homme, voilà, tout simplement, et que finalement, en produisant cette série de questions qui a été au début de savoir si la ville avait un goût, de se rendre compte que la ville ensuite se mangeait, que la ville permettait même de gagner des médailles d'or au concours régional agricole. Tout ça n'était pas un objectif, autant qu'il n'est pas pour nous un objectif de faire du miel, parce qu'on ne vit pas de miel. Mais en l'occurrence, on s'est rendu compte que dans cette disparition des abeilles, elles faisaient apparaître un certain nombre de questions. Et ce qui nous a intéressé, du coup, c'est de voir comment ces abeilles nous interrogeaient finalement sur la façon qu'on a de penser le territoire, de penser l'agriculture et de voir finalement le lien qu'on pouvait mettre à un moment dans l'intelligence de ce que l'on met dans notre assiette et dans l'intelligence qu'on pouvait mettre dans l'agriculture autour de nous, et de voir en fait le lien qui pouvait exister entre une abeille urbaine, une abeille périurbaine et une abeille en zone de grande culture. Pour 2-3 images, parce que je ne sais pas si dans 5 minutes j'ai à répondre à une question, puisque personne m'en pose. Donc je vais poursuivre. Le fait est, c'est que effectivement, en étant un mauvais apiculteur la première année, j'ai fait 40 kilos de miel à Saint-Denis. 1 kilo de miel, c'est à peu près 40 000 kilomètres de butinage. Ça veut dire que les abeilles avaient fait en une année 40 fois le tour du monde sur le toit de mon atelier. Et lorsque on est aujourd'hui dans des régions où des apiculteurs sédentaires, lorsqu'ils arrivent à faire 2 ou 3 kilos de miel dans leur année, c'est finalement une très bonne année. Il faut se rendre compte en fait de la façon qu'ont les abeilles d'être une sorte d'indicateur de richesse des territoires. Et c'est à ça que l'on a travaillé depuis quelques années. On a eu en fait une sorte de projet intermédiaire qui nous a fait finalement nous poser, en étant des apiculteurs urbains et des plasticiens, des questions qui portaient sur notre alimentation, sur notre agriculture, sur la façon qu'on a de la qualifier comme conventionnelle alors qu'elle est plutôt surnaturelle, et de voir finalement où est-ce que se cachait le bon sens dans la façon de penser l'agriculture et notre alimentation. Et d'étape en étape, on en est arrivé à monter un projet qui s'appelle la Banque du Miel, et donc qui précisément travaille à ça, à la façon de considérer une abeille comme un indicateur de richesse du territoire, à monter un projet qui a démarré en Suisse, à Genève, qui est finalement la façon qu'on a eu de faire en sorte que les Suisses ouvrent des comptes bancaires en France. Et enfin, j'ai pas d'image, mais je pourrais pu vous le montrer, c'est vrai. Alors qu'on a ouvert un outil financier qui s'appelle le compte épargne abeille. Donc, littéralement, c'est un compte pour épargner des abeilles. Et on a des humains qui déposent du vrai argent sur un vrai compte que nous, on transforme en véritables abeilles. Donc, en essaim, c'est-à-dire qu'on transforme ce qui est une ligne habituelle de transformation du temps d'apiculteur, donc en fait, en travail. Et au lieu de transformer ce travail en miel, ce qui en général est l'objectif d'un apiculteur qui ensuite, une fois qu'il a produit ce miel, essaye de le transformer en argent pour nourrir sa famille, nous on a créé ce qu'on appelle le mouvement perpétuel de pollinisation, c'est-à-dire que la finalité de cette activité n'est pas de produire de l'argent ou du miel, la finalité de cette activité est de produire de la vie. Et donc voilà, d'étape en étape,
on est arrivé à se rendre compte que, j'ai dépassé 5 minutes, lorsqu'on a travaillé pendant 15 ans sur quelque chose qui a un lien entre art et environnement, on a rajouté un pied à ce bipède et on travaille aujourd'hui sur quelque chose qui est beaucoup plus une articulation entre effectivement, comme vous l'avez dit, cher ami, nature, culture, nourriture. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui, du coup, à répondre à la fois à cet appel à projet sur Saint-Denis, qui est singulier parce qu'effectivement, ce dont il est question, c'est la dernière ferme aux portes de Paris et c'est finalement aussi géographiquement la première ferme aux portes de Paris parce qu'on est à 300 mètres du métro. Elle fait 4 hectares et on en a été nommé effectivement repreneur pour 25 ans l'année dernière. Voilà. Merci beaucoup. Alors Jennifer Gallet, après une formation initiale en philosophie, vous êtes rapidement tournée vers la presse. Vous êtes journaliste à The Conversation, qui est un média associatif international lancé en Australie en 2011 et dont la section française s'est créée en 2015. Il fait la section française, non? Un peu martial, mais c'est oui, combien? Non, je le dirai après. Il fait partie de ces médias alternatifs nés dans le sillage de Mediapart. C'est un pure player, c'est-à-dire que, à ma connaissance, il n'en existe pas de version papier. The Conversation reprend des études de tous les domaines de la recherche scientifique et les rend accessibles au grand public grâce à un travail éditorial vraiment remarquable. Vous êtes donc une sorte de chaînon manquant entre le monde de la recherche et ceux qui, comme beaucoup d'entre nous ici ce soir, n'ont pas le courage ou le temps de se plonger dans des études longues et documentées de scientifiques. Et vous êtes à The Conversation en charge des questions d'environnement. Et il est temps que je vous laisse la parole. Merci et bonsoir à tous. Alors moi je vais vous parler en tant qu'observatrice privilégiée de tout ce qui se passe autour de ces thèmes d'agriculture en rupture et plus particulièrement moi je vois pas mal de choses se produire autour de l'agriculture urbaine. Ça tombe bien, on est à Paris et c'est une ville qui est concernée par cette problématique. Alors on est là pour se disputer ou pas. Je ne sais pas si je vais me disputer avec les abeilles, j'ai pas trop envie, ni avec les gens qui font du miel, ils sont plutôt sympathiques. En tous les cas, pour reprendre ce que vous proposiez comme sous-titre à cette soirée, c'est-à-dire est-ce que ces agricultures en rupture, est-ce qu'elles sont à la mode ou pionnières, je vais me servir de ça un peu pour accompagner la réflexion, qui est d'abord ma réflexion, c'est-à-dire que moi, je travaille donc dans une rédaction de journalistes. Et nous, on est, on restitue en fait dans le débat public la recherche. C'est-à-dire que sur des questions d'actualité, on va demander aux gens qui savent de quoi ils parlent de nous décrypter des phénomènes. Donc, à cette occasion, c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de contributions autour des ruptures agricoles, de la transition agroécologique, de l'agriculture urbaine. Ce qu'on peut déjà se dire, parce que c'est vrai que là vous le mettez dans votre résumé, permaculture, biodynamie, agriculture urbaine ou naturelle, en fait on voit qu'on a des choses très comme ça qui scintillent et qui s'animent un peu de façon éparse. Donc c'est un peu compliqué d'avoir je crois, une vision arrêtée pour l'heure de cette problématique. En tous les cas, il y a 3 choses qui me semblent assez importantes à rappeler pour essayer de réfléchir sur cette question et vraiment plus particulièrement sur l'agriculture urbaine. C'est déjà le fait que dans quelques temps, on va être 10 milliards sur Terre, donc il va bien falloir nourrir tout ce monde-là, que ça c'est l'ONU qui le dit, en 2050 il y a 80% de la population mondiale qui vivra en ville. Voilà. Et qu'il y a un autre phénomène qui doit être pris en compte, c'est tous les changements environnementaux et notamment le gros changement qui nous pend un peu au nez, qui est le réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique, c'est pas parce que ça fait peur et que c'est global, c'est plutôt parce que ça concerne vraiment les villes en premier lieu. C'est-à-dire, dans une ville, il y a de la densité, il y a le problème des déchets, il y a le problème de la température, il y a tous ces problèmes, en fait, qui sont vraiment des problèmes
problèmes qui peuvent être d'une certaine façon abordés, peut-être réglés par des agricultures en rupture, peut-être l'agriculture urbaine. Donc ça, moi, ça me paraît important de resituer ces agricultures en rupture dans ce cadre-là. Après, on a tendance, alors ça c'est peut-être une question que j'aurais pour vous, François, sur les phénomènes de transfert, c'est-à-dire que on oppose généralement conventionnel, bio et puis agriculture en rupture. Alors ces agricultures en rupture, est-ce qu'elles sont vraiment à opposer à l'agriculture conventionnelle? Est-ce qu'on pourrait imaginer transférer des compétences, des découvertes, des expérimentations de ces agricultures vers un secteur plus conventionnel, hein, voilà, pour l'aider peut-être à faire cette transition vers une agriculture qui serait moins impactante. Donc, quand vous demandez si elles sont pionnières, là on a envie de répondre oui, très nettement. Elles sont pionnières, ces agricultures. L'agriculture urbaine, ici à AgroParisTech, vous avez un toit où vous faites de drôles d'expériences en faisant pousser, en regardant comment est-ce que ça peut aider à recycler du déchet, etc. Donc là on est vraiment, c'est quand même assez pointu, cette recherche, et on peut imaginer qu'elle puisse s'étendre à d'autres territoires. Quant à savoir si elles sont à la mode, sous-entendu, est-ce qu'elles pourraient passer? Est-ce que ça va être comme un feu de paille? Je dirais non, très clairement, parce qu'on voit qu'elles sont en train de s'inscrire dans l'agenda politique, quoi. C'est-à-dire que ici, on est à Paris, vous allez sur le site de la mairie de Paris et vous tapez agriculture urbaine et vous apercevez que vous avez une section entière de ce site qui est dédiée à ce domaine. Vous l'évoquiez, mais tous les projets qui sont en train de se développer là autour de ces 100 hectares à atteindre en 2020 d'agriculture urbaine à Paris, c'est pas de la mode, hein, ça va vraiment s'installer. Voilà. Alors après, qui va piloter ces projets? Qui va être concerné par ces projets? Là, c'est peut-être des questions qu'on peut se poser. Est-ce que tout le monde va avoir accès à cette nouvelle richesse qui peut être produite, à cette alimentation qui peut être peut-être faite de façon différente? En tous les cas, ce qui est intéressant, il y a quelque chose qui s'est passé ces jours derniers, là, et je vous engage peut-être à lire un peu davantage sur ce sujet. Il y a une étude qui vient de paraître dans une revue savante qui a été conduite par des chercheurs d'universités à la fois chinoises et américaines. Et ils ont, avec Google Earth, fait une cartographie de toutes les villes de la planète pour évaluer le nombre de centaines de milliers de kilomètres carrés qui pourraient être dédiés à l'agriculture urbaine, par exemple. Et donc là, on voit, alors c'est moins, les estimations, c'est moins que les 30% qu'on dit d'habitude dans une ville, on pourrait 30% dans une grande ville, 30% pourraient être dédiés à ces types d'agriculture. Mais on voit que là, on commence à préciser en fait les territoires de ces nouvelles agricultures et à dire combien elles pourraient produire et en quoi elles pourraient alimenter les gens. Parce qu'en fait, quand même, le but, c'est ça, c'est d'alimenter les gens. Merci beaucoup. François Léger. Juste, alors là, parfait. François Léger, vous êtes ingénieur agronome et docteur en écologie, enseignant-chercheur à AgroParisTech. Vous vous êtes rapidement tourné vers les agricultures alternatives, l'étude des fermes de très petite taille et tout particulièrement la permaculture, dont vous êtes quand même le spécialiste, il faut bien le dire. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la permaculture est la forme d'agriculture qui s'inspire le plus du fonctionnement des écosystèmes. Alors là, j'ai tenté une définition, j'aurais jamais dû, devant le... Bon, de toute façon, j'ai un filet, voilà, donc tout va bien. Mais peut-être que... Ouais. Alors, vous connaissez bien les différentes formes que peuvent prendre ces agricultures, permaculture donc, mais aussi biodynamie, agriculture urbaine, dont Jennifer vient de parler, agriculture naturelle, et la liste n'est pas exhaustive. Vous étudiez le fonctionnement agronomique de ces fermes, mais aussi leur économie, les aides publiques auxquelles elles peuvent prétendre, aussi leur sociologie. Comment ces fermes peuvent s'intégrer dans des réseaux d'échange, de solidarité, en milieu rural aussi bien qu'en milieu urbain. À vous. Oui, on me demande souvent pourquoi, en tant que chercheur, enseignant, je m'intéresse à des choses qui sont finalement effectivement
on l'a dit au départ, marginales, inconnues, qui tiennent des discours ou des positions qui sont tout à fait orthogonales avec les définitions habituelles de l'agriculture, dont on peut difficilement mesurer l'impact en termes alimentaires, enfin bref, qui ne présentent absolument aucun intérêt en termes d'agriculture prise avec un grand A et à une échelle mondiale. Et moi, je considère pourtant qu'elles sont intéressantes. Et elles sont intéressantes par la nature même de leur rupture. Alors, je trouve que le texte qui nous a été lu au départ cadrait absolument. Enfin, pour moi, il est tout à fait exemplaire du discours que tiennent les gens avec qui je travaille désormais. En sens que ce qui est interrogé, c'est d'abord quelque part une certaine perversité d'un modèle qui ne viserait que les volumes. Et perversité qui n'est pas tant une perversité économique qu'une perversité culturelle, sociale, symbolique et quelque part aussi hygiéniste ou hygiénique. Et finalement, ce qu'il y a d'intéressant quand on travaille avec ces gens, c'est qu'effectivement, on a parfois l'impression que c'est dans un monde agricole qui est totalement différent des mondes agricoles ordinaires avec lesquels travaillent les agronomes, et avec probablement peut-être le sentiment que ces mondes seraient totalement hermétiques. Et donc on n'aurait rien à apprendre finalement pour les 98% du monde de ces 2%-là. Moi, je considère que si, parce qu'en fait, finalement, d'une certaine façon, ils sont des lanceurs d'alerte, et des lanceurs d'alerte qui nous rappellent que, justement, l'agriculture ne peut pas se résumer à une fonction qui ne serait la production de matières premières agricoles, et à une mesure qui serait l'efficacité de cette production, c'est-à-dire les quantités produites par unité de facteur de production, en particulier le rendement à l'hectare ou autre. Il nous rappelle que l'agriculture, il nous rappelle deux choses, et alors aux scientifiques il rappelle deux choses qui sont peut-être pas si évidentes que ça. La première, c'est qu'effectivement l'agriculture n'a pas qu'une fonction de production de volume ou de kilocalories. Elle produit du sens, enfin, c'est ce qui transparaissait dans l'écrit, et elle produit du lien. Et l'attention que portent ces nouveaux agriculteurs ou ces agriculteurs en rupture à la question du lien social autour du fait de manger et de ce qu'on mange est complètement essentiel, quand bien même certains se retrouvent dans des sentiments d'isolement par trop grande différence avec leurs voisins. C'est, je crois, de moins en moins vrai. Paradoxalement, ils deviennent les alliés de la majorité de leurs voisins contre ceux qui représentent les mondes standards. Moi, j'aurais plus d'exemples aujourd'hui dans ce qui vont dans ce sens-là que dans l'autre sens. Et puis l'autre chose, c'est, il rappelle aux scientifiques que nous avons peut-être eu une tendance à réduire nos objets de recherche et d'attention à ceux qui étaient accessibles à un regard purement objectif en tant qu'objet inanimé, hors de nous-mêmes, et dont nous étions capables de décrire les lois. Alors que l'agriculture nous oblige à une forme de lecture poétique de la science. Alors je sais bien, personne ne va comprendre ce que je veux dire, j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais c'est où nous devons nous rappeler que nous n'avons accès par notre regard objectif qu'à une partie des réalités, et que nous devons composer en tant que scientifiques, et qu'en fait nous composons tous en tant que scientifiques avec la part non accessible à ces regards, et qui est une part dans laquelle notre propre sensibilité va jouer, et en fait qui modèle, qui construit notre capacité à être pleinement objectif. Et donc ça n'est qu'en se rappelant que nous ne sommes pas capables d'une description intégrale, réductrice et objective du monde, mais que nos travaux ont un domaine de validité finalement à la fois, je dirais, symbolique et matériel. Ces 2%-là, ils nous rappellent que nous devons aussi travailler sur autre chose, et qu'on ne peut pas se contenter du business as usual qui ne serait dicté que par cette idée qui aujourd'hui c'est devenu une tarte à la crème
tous les papiers scientifiques qui ont de près ou de loin à voir avec l'agriculture commencent par en 2050, il faudra nourrir 10 milliards d'humains. Bon, le problème aujourd'hui, c'est qu'on nourrit 7,5 milliards d'humains, dont 1 milliard pas bien, et 1,5 milliard, voire plus désormais, fort mal. C'est-à-dire que les coûts des dysfonctionnements alimentaires sont aujourd'hui, peut-être dans certaines parties du monde, supérieurs, et leur coût social sur les systèmes de santé est peut-être supérieur, je crois que pour les États-Unis c'est déjà fait, à la valeur de la production agricole, à la valeur monétaire de la production agricole. Et que, ne nous faisons pas d'illusions, demain, ce sur quoi nous aurons à travailler, c'est sur cette nouvelle économie des systèmes alimentaires qui nous permettra de faire qu'on échappe à ça. Or, quelles sont les causes de ces dysfonctionnements alimentaires? C'est pas seulement le fait qu'on mange de la merde. Quand bien même, on ne mange pas que des choses bonnes. Je vous conseille d'aller voir le site où c'est un photographe allemand qui a pris les sites de ce que consomme une famille dans plein de pays du monde. Regardez les Anglais, regardez les Américains. On a un pas dans le tragique et l'autre dans l'abominable. Il est clair que ces gens seront malades. On ne peut pas manger ça, ça c'est pas supportable. Or, c'est quelque part quelque chose que nous promet une certaine forme de mondialisation de l'alimentation. Donc, il y a cette question-là, mais finalement, si les gens achètent ça, c'est pas seulement pour des affaires de prix, c'est bien pour des affaires de déconstruction culturelle de l'acte alimentaire. Et on ne fera pas une agronomie de demain sans la mettre en dialogue avec des gens qui s'intéressent non seulement à ce que nous mangeons en tant qu'objet, mais à ce que nous mangeons en tant que valeur culturelle et symbolique. Ce qui a été mis au patrimoine français, au patrimoine mondial de l'humanité, ça n'est pas les recettes de cuisine françaises. C'est notre façon de manger en conditions festives. Et quand on regarde la description sur le site d'UNESCO du repas gastronomique français, on peut se dire une chose, c'est que les Français ne mangent plus comme ça. Et que peut-être c'est dans cette disjonction-là que nous devrons résoudre demain, et peut-être beaucoup moins la question pure des quantités, parce qu'après tout, si ça se trouve, c'est pas si facile que ça de nourrir des milliards d'humains en matière de quantité de kilocalories. Merci. Alors, dispute. Y aura-t-il dispute? Non. Il y aura disputatio. Mais c'était. Ça a toujours été le sens des disputes, c'est échange d'arguments, tout simplement. Olivier Darnay, est-ce que vous sentez un lanceur d'alerte? Est-ce que vous sentez qu'il y a des passerelles possibles avec cet autre monde que serait l'agriculture conventionnelle? Nous, on a considéré que cette reprise de ferme était en fait une possibilité de passer à l'acte. En fait, hein. C'était un véritable occasion de travailler à échelle réelle finalement. Alors c'est sûr que le sujet même de l'agriculture urbaine ne peut pas être une agriculture de volume. Surtout lorsqu'on est au cœur d'une métropole de 12 millions d'habitants, donc ça veut dire que les intérêts sont forcément ailleurs. Et ils sont aussi pour nous éminemment politiques et culturels. On a appelé cette ferme zone sensible parce que d'abord on est en banlieue et ce qui est troublant c'est que souvent de la bouche de certains journalistes une zone sensible c'est quelque chose d'inquiétant, voire de dangereux. Mais pour nous une zone sensible finalement il n'y a rien de plus beau. Caresser une zone sensible, c'est a priori une belle promesse. Et donc considérer une zone sensible comme une zone de sens et de sensibilité, c'était pour nous quelque chose de nécessaire, d'autant qu'on a vraiment le sentiment que la banlieue, en tout cas le 9-3, même si pour certains c'est une caricature, moi j'ai vraiment le sentiment pour y être né, pour y vivre, pour y travailler, et maintenant pour y faire des carottes, que c'est véritablement un territoire amplifié, hein, à la fois dans ses difficultés, mais aussi certainement dans ses solutions. C'est un territoire très jeune et toujours sur un terrain éminemment politique. La chance que l'on a à Zone Sensible, c'est que notre voisin immédiat de l'autre côté de la rue, c'est McDonald's. Et là, du coup, on a un décor épatant. Et aujourd'hui, McDonald's, c'est la centralité. Hein. C'est-à-dire que c'est la centralité d'un quartier où, si vous regardez une carte, on a Saint-Denis, on est à la limite de la ville de Stein, de la ville de Pierrefitte et de la ville de Saint-Denis, à proximité de Paris 8, donc l'université et des archives nationales. Et on est dans une ville de France où en fait on a le plus grand taux de diabétiques en France. Et ce quartier-là spécifiquement, il est en plus champion du monde de la ville, toute catégorie. Donc la question de la junk food, de la malbouffe, de quelque chose qui serait en tout cas un excès de gras, de sucre, et en tout cas aussi du fait, et ça je le dis parce que j'ai été en résidence d'artiste au sein d'un collège l'année dernière à Stein,
Et je me suis rendu compte précisément que le repas n'était pas le rendez-vous de la famille, quoi. C'est fini ce temps-là. Enfin, quand je leur posais des questions sur la façon qu'ils avaient de passer du temps, non pas à table, mais en tout cas autour d'un repas, je me suis rendu compte que le rendez-vous, chacun le prenait quand il voulait en passant devant le frigo. Hein. Donc une famille de 5-6 enfants, etc. Et donc on se sert, on se nourrit comme ça. Et en fait, le temps qui n'est effectivement pas forcément le temps de la haute gastronomie domestique à la maison, qui est en fait le temps aussi où à table on règle à la fois des sujets, des problèmes, et on prend le temps d'une conversation. Ce temps-là n'existe pas, et ça veut dire que c'est effectivement un bout du tissu de l'équilibre du quotidien qui disparaît en considérant que finalement manger, ce n'est pas un élément crucial et fédérant de quelque chose qui est vivre ensemble dans une famille, etc. Et donc nous, on a le souhait de considérer que finalement, on a une occasion là de non pas considérer l'agriculture urbaine, mais la façon de lier l'art d'être ensemble et l'art de passer du temps ensemble à table, finalement, en produisant des légumes et en imaginant quelque chose qui relèverait pour nous de ce qu'est la diversité culturelle, parce qu'à Saint-Denis, c'est une ville de 135 nationalités différentes. C'est ce que j'appelle du coup, moi, une sorte de biodiversité culturelle, mais c'est aussi une biodiversité culinaire formidable. Et pour certains qui considèrent que cette diversité est une pénalité pour la ville, parce que pour certains, on imagine que vivre avec autant de communautés différentes, c'est quelque chose de pénalisant. On a vraiment, nous, le sentiment que cette multitude, ce pluriel, c'est véritablement une chance. Et donc, ce qu'on a envie de faire avec cette ferme, c'est de considérer que ce serait finalement une ferme de biodiversité à la fois culturelle, agronomique, de quelque chose qui relèverait d'une sorte de ferme du tout monde, quoi. Cette possibilité qu'on aurait d'aller chercher les légumes des pays d'origine, des gens qui ont fait le voyage jusqu'en France, mais qui n'ont pas voyagé forcément à chaque fois avec leurs légumes, avec leurs épices, avec leur savoir-faire. Et donc, on travaille précisément sur ça. D'accord. Alors, j'avais posé aussi la question de la passerelle. Est-ce qu'il y a une passerelle possible avec le McDo? Parce que la critique récurrente, c'est quand même l'entre-soi de l'agriculture urbaine. Est-ce qu'il y a des ponts possibles? Avec le McDo? Oui. Il y a du boulot là, mais comment s'y prendre? En même temps, on y réfléchit. Ce qui serait intéressant, c'est de faire une sorte de démonstration de ce qu'on peut vraiment manger pour 4,60 €. Je ne sais pas combien coûte un burger et de la capacité qu'on aurait. Moi, j'ai envie de dédramatiser l'épluchage de la carotte, quoi, du légume, de voir en gros comment, à l'argument qui consiste à dire que j'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent pour acheter des légumes frais et pour les cuisiner le soir, on arrive à faire la démonstration que c'est peut-être un effort, c'est peut-être aussi un plaisir, mais c'est quelque chose qui au final n'a pas de prix. Mais alors, l'absence de viande, parce que vous élevez pas, je pense. Non, on n'élève pas. Voilà. Alors c'est quand même ça, sociologiquement, c'est plus compliqué pour certaines couches de la population de se passer de viande que d'autres. Ouais, mais on va s'occuper d'un sujet après l'autre, parce que là, non mais c'est énorme ce qu'on a affronté. On a affronté autre chose aussi, c'est que d'une certaine façon, on n'est pas tous à égalité par rapport à notre alimentation. Et dans un territoire comme le nôtre, la question du bio ne se pose pas au quotidien des gens qui habitent là. C'est-à-dire que la réalité, c'est que finalement, comment je vais réussir à terminer le mois et à faire en sorte que le frigo soit plein pour toute la famille. Et donc d'une certaine façon, l'euro supplémentaire ou les 2 ou 3 € au kilo sur le légume qui sont payés lorsqu'on a les moyens d'acheter un produit bio dans un magasin bio, sont des questions qui ne se posent pas dans un quartier comme le nôtre. Et on a après nous tout un tas d'autres difficultés qui consistent à faire en sorte que les légumes que l'on produira n'aillent pas uniquement que dans des paniers boboisants de gens qui ont les moyens de se les payer. Donc on va d'abord s'attacher peut-être à affronter ce sujet-là et à voir effectivement comment à un moment on pourrait offrir une hospitalité un peu meilleure que celle que McDonald's offre, qui serait du coup une hospitalité un peu standardisée parce qu'elle a été marketée. Mais comment en gros ce lieu qui aujourd'hui était un peu un état dans l'état, parce que on part d'une agriculture dans cette ferme de 3 hectares 7, qui était une monoculture. C'était René Kersanté, 76 ans, lorsqu'il prend sa retraite l'année dernière. C'était un agriculteur de son temps. Il est né dans cette ferme. C'est 3 générations de maraîchers donc il a repris la ferme de sa mère et à son tour de sa mère. Donc, et en gros, le maraîchage du 19e siècle qu'on faisait sur cette ferme-là, c'était finalement celle qui nous intéresse aujourd'hui, bien plus que celle de René Kersanté, qui était un agriculteur qui était en monoculture. René, pendant les 15 dernières années, il faisait 1,5 million de salades
On risque d'être long sur Monsieur Carcenti. Ouais, mais c'est intéressant de voir en gros comment à un moment son modèle économique qui passait par la mécanisation de son exploitation parce qu'il n'avait pas les moyens de payer 40 personnes saisonnières pour développer son activité, l'a amené gentiment dans le mur puisqu'à un moment, en produisant que de la salade, il avait un acheteur qui était donc une centrale d'achat qui fixait les prix de la salade et pas lui et qui faisait qu'il était en perte chaque année. Voilà donc. Donc je vais continuer moi à me faire l'avocat du diable puisqu'il n'y a pas de diable ce soir parmi nous. Jennifer, vous faites l'éloge de l'agriculture urbaine et pourtant on a l'impression qu'en ce moment, étant donné que le mobilier anti-SDF est pas très à la mode, qu'on a remplacé ça par des grands projets d'agriculture urbaine. La petite ceinture va bientôt être colonisée de projets aussi intelligents les uns que les autres. Je vois aussi qu'à La Chapelle, que vous connaissez aussi bien que moi, il y a ce petit square où il y avait des migrants avant qui dormaient. Et ben maintenant il est fermé parce qu'on a mis un très beau projet d'agriculture urbaine. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas ça derrière aussi qui se pose comme problème? Je crois que cette question, enfin c'est pas trop ce que vous évoquiez, mais là ce que vous évoquez plus, c'est la question politique et sociétale qui se pose derrière ces nouvelles façons en fait d'occuper ou de récupérer l'espace. Parce que c'est vrai que dans les villes, pour vraiment rester sur cet exemple qui est assez significatif, l'espace est compté. Alors, il y a des villes qui sont très étendues. Paris est la 6e ville la plus dense au monde. Donc, chaque parcelle de terrain compte. Et c'est vrai qu'on a pu voir autour de ces espaces qui se libèrent des prises de pouvoir. Donc, il y a vraiment... c'est une façon aussi d'affirmer des directions de développement pour l'urbain. Mais c'est vrai que tous ces projets... Alors, il y a la caricature de dire tout ça, c'est bien pour les bobos, il n'y a qu'eux qui peuvent acheter ces légumes, il n'y a qu'eux qui peuvent rentrer dans ce type de filière. Alors, c'est un peu... après, il faut faire un tableau un peu plus détaillé. Ça dépend vraiment des espaces dans lesquels on se situe. Parce que si on regarde un peu dans les autres villes du monde ou dans les autres espaces urbains du monde, par exemple, il y avait une étude qui a été conduite par une chercheuse au Vietnam, en fait, et qui montrait qu'il y avait une place très ancestrale, en fait, de cultiver pas trop loin de la ville, en ville, et que cet espace reculait à mesure de la pression foncière avec l'urbanisation, etc. Donc il y a des endroits où on récupère, je dirais, Paris est un bon exemple, on récupère de l'espace pour ramener de l'agriculture en ville, et il y a d'autres endroits où le développement urbain pousse définitivement la campagne hors de la ville, quoi. Donc c'est un tableau un peu contrasté en fonction des endroits. Je trouve que il y a d'autres expériences qui ont été menées qui sont intéressantes aux États-Unis. Alors là, vous parliez très précisément de Saint-Denis, mais on a beaucoup parlé de Détroit, en fait, de cette ville qui a été complètement sinistrée au niveau économique et avec des quartiers entiers qui se sont mis à réinvestir les friches industrielles pour. Alors là, c'était même pas on va essayer de manger mieux. Il parlait de justice alimentaire, c'est-à-dire on a le droit d'avoir accès à de la nourriture. Donc ça, c'est encore un autre cas. Vous le voyez, c'est très. Il y a beaucoup de situations différentes. Alors c'est sûr que la caricature du bobo qui va faire son jardin partagé, voilà, elle est recevable, mais c'est qu'une petite parcelle de ce paysage, en fait. D'accord. Merci. Et François Léger, j'en ai une pour vous aussi. Vous parlez de cette part poétique. Il y a aussi une part un peu qui va vers la secte. Enfin, il a été question pas des sectes, mais quand même un peu. Je pense à Pierre Rabhi, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de Pierre Rabhi? Il fait partie des poètes pour vous ou... Pierre Rabhi il représente pour moi un truc. Alors, je trouve que j'ai été indirectement associé
des travaux sur les néo-ruraux des années 70. J'étais petit, mais j'étais présent. On n'en doute pas. Pierre Rabhi représente un courant qui est encore très fort dans ces mouvements, de gens qui sont dans une lecture apocalyptique du monde. C'est-à-dire, grosso modo, le monde va à sa catastrophe et nous avons le devoir d'anticiper le futur post-catastrophe par notre action, par nos actions, par le capital cognitif que nous construisons autour de formes d'agriculture alternative et par notre, notre attitude face au monde. Et ces apocalyptiques-là, on les retrouve encore aujourd'hui. Enfin, le discours sur la catastrophe est assez présent dans tous les mouvements néo-ruraux actuels. Il se trouve que quand vous travaillez avec des maraîchers sur très petite surface, vous travaillez essentiellement avec des gens qui ne sont pas d'origine agricole. Ou en tout cas, qui ont fait un parcours hors des mondes agricoles. Et moi je travaille essentiellement avec des gens qui sont en milieu rural, pas tant que ça de gens qui sont vraiment en milieu urbain. Aujourd'hui, et donc dans Rabhi, c'est pour moi la dernière figure visible, même s'il en reste beaucoup, de cette vision apocalyptique-là, et dans laquelle il s'agissait d'aller au désert, puisque c'était quelque part la ville qui était le lieu de la perdition pré-apocalyptique, et d'autre part, il fallait aller au désert, et le travail à la terre était un travail de rédemption par la souffrance du labeur paysan. Alors évidemment, moi qui suis un paresseux fini, c'est clair que le labeur paysan, déjà on me dit ça, je vais chez McDonald's tout de suite, quoi. Donc cette dimension doloriste presque chez Pierre Rabhi a quelque chose de quelquefois un peu pénible. Et surtout, ce qui me frappe avec les générations actuelles, c'est que c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout des gens qui disent l'apocalypse est pour demain et nous devons nous y préparer. Ils disent on est dans la merde jusqu'aux oreilles. C'est-à-dire qu'on n'a même plus le menton qui dépasse, et quelque part, il s'agit de construire ici et maintenant, non pas le futur, mais le présent. Et donc ce sont des gens qui ne refusent pas du tout le lien avec la ville et avec les urbains, bien au contraire. Ce sont des gens qui, au contraire, sont dans une forme d'action politique, entre guillemets, parce que ce n'est pas du tout des gens engagés dans des partis, dans des machins, etc. Pour eux, faire de la politique, c'est vendre en AMAP. C'est vendre des légumes, et que c'est l'objet qui concrétise la reconstruction du lien, c'est la patate, c'est la carotte, c'est la salade. Ils ne sont pas du tout dans du dolorisme. L'une des thématiques moi c'est une des particularités, ça fait maintenant 25 ans que je travaille quand même avec des gens qu'on peut qualifier d'alternatifs, et parmi eux, l'un des trucs principaux, c'était comment j'en fous un peu moins que ce que je fais de trop, sachant que c'est tous des gens qui bossent comme des demeurés, bref. Mais l'idée d'en faire moins, elle est super présente dans leur discours. Et l'idée de trouver des solutions pour pas se casser le dos, pour pas se casser les genoux. L'atelier paysan, qui est un lieu de conception coopérative d'outils, une bonne partie des gens qui y sont associés travaillent sur comment moins s'emmerder, mais sans passer par Massey Ferguson ou Achille, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, là. Bref, par les trusts de la mécanique qui imposent des machines, qui nous imposent des façons de travailler. Comment remettre la main sur la machine? Ce n'est pas des gens qui refusent la machine, quand bien même ils disent « je veux travailler à la main ». Des réactions avant qu'on prenne les questions du public? Oui, moi je continue à avoir cette... Alors, Jennifer, devant le micro un peu, parce qu'on va... Pardon. Moi j'aurais une question pour vous, François, par rapport au fait qu'on puisse transférer l'innovation, enfin la recherche, l'expérimentation, justement pour faire mieux avec moins. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer que ces techniques, ces méthodes, ces approches puissent infuser, enfin se distribuer de façon plus générale? Alors, c'est vrai qu'en France, c'est un petit peu... c'est difficile de dire oui, pas de problème. Mais nous ne sommes pas ni le centre, ni le seul monde. Si on regarde des pays comme le Brésil ou l'Inde, où les mouvements vers des agricultures
inspiré par exemple de la permaculture, on pourrait y revenir, mais ça ne me paraît pas le sujet central, mais ou des projets de développement agricole pour des gens extrêmement pauvres, partent non plus de l'idée il faut produire pour les marchés, et comme ça vous aurez de l'argent et vous vivrez mieux, mais petit à on va commencer par voir comment on peut vous faire manger, ou comment vous pouvez manger, et c'est même pas comment vous faire manger, c'est comment vous mangez. Et des projets qui sont souvent portés par des paysans très pauvres eux-mêmes. Hein. On n'est pas seulement dans les ONG internationales qui viennent dire la messe. Hein. C'est vraiment des projets d'associations très locales qui disent on commence par manger, et s'il y a des surplus, on envisage éventuellement soit de les partager avec nos voisins et donc de retrouver, on parlait de la viande, voilà, d'autres produits que nous on ne fait pas, et on s'organise entre nous, soit de commencer à les vendre, mais tant qu'on n'aura pas mangé, c'est pas la peine de vendre. Parce que si on vend pour acheter à manger et acheter à manger seulement, c'est quand même un peu couillon, quoi. Et donc, ces mouvements-là, au sud, ils sont super forts. Et en Inde, c'est juste impressionnant. Enfin, moi, j'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, un groupe de 20 femmes qui sont de la caste des intouchables. Et même dans un village en Inde, vous retrouvez la gradation de caste, qui se sont mises à produire leurs légumes, leurs lentilles, leurs trucs. Alors, elles ne produisent pas de riz parce qu'elles n'ont pas assez de surface. C'est juste, pour le moment, pas possible. Mais elles sont redevenues en situation de sécurité alimentaire à partir de leur seule production. Et du coup, elles reprennent la main sur d'autres activités artisanales ou autres qui leur permettent de se payer, pourquoi pas, un téléphone portable qu'on va trouver maintenant n'importe où. Et, qui est quand même un truc hallucinant. Enfin, les téléphones portables partout dans le monde. Idem au Brésil. En France, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que moi je fais énormément de conférences autour des très petites fermes, de leur efficacité économique, de la permaculture. J'ai dû en faire une 20aine sur un an. Ou sur l'agroécologie, des machins. Ce qui me frappe, c'est que il y a des salles qui sont pleines. Alors, qui sont pleines quand c'est au cœur de Lyon, où il y a 600 personnes qui viennent voir un film sur la permaculture, et en fait, il y a 1500 personnes qui s'étaient inscrites. Bon, c'est quand même un peu surprenant. Et où donc là, on a affaire à des urbains. Mais parmi les urbains, il y a des agriculteurs. Alors ceux qui viennent à Lyon, c'est plutôt des agriculteurs qui sont dans ces modèles-là et qui viennent en quelque sorte se fortifier, pas l'âme, mais le moral. Mais là, j'étais il n'y a pas longtemps dans les Deux-Sèvres, dans un bourg rural. Dans le public, il y avait des agriculteurs et qui disaient, qui sont venus me voir à la fin. Et clairement, leur discours, c'était c'est ce dont vous nous parlez n'est pas transférable à notre agriculture. En revanche, ce dont vous nous parlez sur les motivations, les raisons, les inquiétudes culturelles, sociales, sanitaires, en fait, nous, on est d'accord avec ça. Et du coup, on se pose la question de savoir si c'est pas nos choix de système technique n'ont pas ce vice aussi de nous couper de nos propres valeurs morales et personnelles. Et donc, finalement, est-ce qu'on n'aurait quand même pas un avantage à aller quand même regarder un peu, vite fait, et de façon quasiment cachée, de nuit, on pourrait presque dire, ce qu'ils font, parce qu'il y a des choses à apprendre. Alors Olivier Darnay, est-ce que vous sentez ça aussi? Est-ce qu'il y a des agriculteurs qui viennent vous voir, vous parler de vos pratiques ou non? Bon, on est des jeunes bébés, nous. On a eu les clés de l'exploitation au mois de mars, mais après, sur la façon de considérer la colère comme une énergie, c'est quand même drôlement intéressant. Effectivement, on se rend compte qu'on n'est pas tous avec la même posture par rapport à cette révolution là qui opère sur la façon de considérer notre nourriture et puis le combat qu'on a contre ceux qui, par procuration, produisent notre nourriture à notre place. Et moi, ce que je vois, c'est que on a vraiment les cartes que l'on peut jouer en agriculture urbaine. Quand je relis le thème, à savoir si elle est pionnière ou pas, finalement l'agriculture dont on parle, nous, c'est celle du 19e siècle, qui était déjà un peu en place sur le site où on est, qui était la plaine des Vertus, mais c'est surtout une agriculture de lien, en fait. En dehors des volumes, même si nous, quand je dis tout à l'heure qu'on a une sorte de démonstration à faire, c'est celle de la viabilité de quelque chose sur un hectare. C'est surtout la plus-value de ce projet-là, elle est énormément sur le lien, sur la façon un peu en écosystème de produire de la relation, si possible de l'intelligence, et quelque chose qui ne serait pas uniquement, qui ne concernerait pas que des végétariens.
Alors, je crois qu'il est temps quand même de prendre les questions du public, à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter. Est-ce qu'il y a une première question? Oui. Quand on parlait d'inspiration, je pense que ce sera intéressant d'en discuter, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a eu cette première étude qu'on a fait avec une ferme, et puis après le travail de la thèse de Kevin Morel sur l'économie des petites fermes. Ce qui y avait d'intéressant, c'est qu'on avait jusque-là des gens qui nous disaient ces gens-là sont moralement justes, mais économiquement inefficaces, voire injustes. On revient aux privilèges qui pourraient se construire. Nous sommes économiquement justes et moralement injustes. Le fait d'avoir montré que non seulement ils étaient moralement justes, on ne s'est pas prononcé sur la question d'ailleurs, mais que économiquement ils pouvaient être justes, efficaces, sachant qu'en matière économique, la justesse ou la justice ne se résume à l'efficacité économique pure, ça a beaucoup perturbé les gens. Beaucoup perturbé les gens. Là, j'étais il y a 10 jours au CIVAL, donc qui est le salon du végétal d'Angers, qui est le salon de l'arboriculture, viticulture, avec des machines, des vendeurs de produits, mais quand même des gros stands bio, parce que c'est quand même des productions de bio à une certaine importance. On a fait donc une conférence à la fois sur le maraîchage agroforestier, un travail qu'on a fait avec des collègues plutôt du sud de la France, et puis le travail sur l'économie des micro-fermes, ou des très petites fermes en tout cas. Il y avait 250 personnes, et pas seulement les élèves du lycée agricole du coin qu'on avait obligés à assister à une conférence. Il y avait vraiment un public d'agriculteurs, et la discussion était vraiment super intéressante, et à la fin, effectivement, nous, ça nous perturbe, quoi. Ça nous perturbe de dire que ces façons de faire dont on nous a dit « Ouais, c'est cool, mais attendez, on ne gagne pas sa vie avec ça. » Vous nous montriez que ces salauds-là, qui ont 3 fois moins de surface que nous, ils gagnent la même chose, voire plus que nous. Souvent plus, oui. Alors, une première question. Oui, moi j'ai une question. Pourquoi ça ne change pas dans l'agriculture dominante à partir de mon témoignage? J'ai été militant écolo sur le cochon en Bretagne toute ma vie, et je peux vous dire que ça a cogné sec avec des types qui sont des bourrins, mais qui sont pas des salauds. Je suis d'accord avec toi. Ils ont des valeurs morales et en plus ils bossent. La plupart d'ailleurs qui se battaient pour tenir le modèle ont disparu parce qu'ils ont été bouffés par leurs voisins. Et à côté de ça, j'ai vu aussi des gens qui avaient une agriculture alternative, mais qu'on foutait dans les terrains pourris, à qui la SAFER ne file jamais de terrain. Dernier exemple, Notre-Dame-des-Landes, la Chambre d'agriculture FNSEA dit bon maintenant ça suffit des conneries, faut mettre tous ces gens-là dehors et on va faire une agriculture normale. Et aujourd'hui le pompon. On a quand même vu les flics qui ont été dans les supermarchés parce que les gens se foutaient sur la gueule, parce que la merde Nutella à 4 € le kilo était vendue 1 €. Donc on se demande aussi s'il n'y a pas de la responsabilité. Donc je vais prendre un autre exemple qui date d'hier. Je suis maintenant membre du CESE. Et c'est la deuxième fois que ça se produit, où des avis sur l'agriculture, il y en a eu un sur l'agroécologie, il y en a eu un second hier sur la productivité en agriculture. Ces avis ont été votés à 90%. Le CESE pour le CESE, c'est le Conseil économique et social, ce truc dont on dit qu'il sert à rien. Vous pouvez aller chercher dessus. Bon, où je représente les mouvements environnementaux, FNE, qui est ici de l'autre côté de la rue. Et c'est 2 fois que ça se produit la même chose. Tout le monde, patronat, syndicats, toutes les visions votent le changement de modèle et la FNSEA vote contre. Alors la question que je pose, c'est pourquoi est-ce que ceux qui sont censés représenter, qui représentent majoritairement les agriculteurs, dont je suis persuadé qu'ils savent que le système est au bout de la route et dans le mur, pourquoi est-ce qu'ils ne basculent pas ? Qui a envie de répondre Moi, je veux bien répondre. Alors déjà, Christiane Lambert est passée à la première dispute. Ouais. Bon. Moi, il m'est arrivé souvent de discuter avec Christiane Lambert, je dirais, à la fois dans des tables rondes et en privé. Ça a un côté, comment dirais-je, étonnant. Ouais. C'est le problème d'une croix. En fait, ces questions de modèle ne sont pas des questions de rationalité, contrairement à ce que certains agronomes voudraient nous faire
croire, ou ce qu'on a envie de croire en tant qu'agronome, il y a fondamentalement des questions qui relèvent de la croyance. Nous sommes dans des affaires de foi. La foi, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de prendre ça en compte. Quand je disais il faut aller au-delà des objets que nous savons traiter, si nous voulons bien traiter les objets que nous traitons, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, une bonne partie des professionnels agricoles sont des gens qui ont été formés au séminaire du productivisme, qui ont fait les pèlerinages du productivisme, qui sont des gens qui croient aux vertus de ce modèle. Et donc le raisonnement, allez discuter avec un intégriste de n'importe quelle religion, vous comprendrez vite que le raisonnement rationnel ne fonctionne pas. Et nous sommes dans cette logique de la croyance s'agissant de la modernité agricole. C'est-à-dire, ces gens, les leaders actuels du syndicalisme agricole majoritaire ou de la coordination rurale, voire quelquefois même de la Confédération paysanne, sont des gens qui sont les héritiers de gens qui ont été élevés dans la douleur d'être un groupe social à la fois hyper valorisé. La France est un pays qui a toujours, en théorie, valorisé ses paysans, surtout pour les envoyer dans les tranchées, et en même temps absolument méprisé. Et de gens pour lesquels la machinisation de l'agriculture était la voie du salut et de la parité. On parle beaucoup de parité homme-femme aujourd'hui. La parité, quand j'étais étudiant, on parlait de la question de la parité des statuts, des conditions de vie, etc. Et ils sont tellement persuadés qu'il n'y a pas d'autre monde possible en dehors de celui de leur foi, qu'ils ont des crises de foi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de la FNSEA ce soir qui pourrait répondre pour défendre oui, madame, ou à moins que vous êtes de la FNSEA ou pas? Non. Alors, je vais prendre d'abord la question de monsieur qui a le micro, et après, on passe à vous. Alors. Oui, bonsoir. Alors, on parle des agricultures en rupture et on cite par exemple donc la permaculture, la biodynamie et l'agriculture urbaine. La permaculture, première fois qu'on a utilisé le terme, c'était en 78. La biodynamie, c'était en 1928. L'agriculture urbaine, vous l'avez dit, ça date du 19e siècle et même un peu avant. Donc, est-ce que toutes ces agricultures qui paraissent un peu innovantes, finalement, sont pas juste des mises au goût du jour des anciennes agricultures? Et si on veut être en rupture, est-ce que quelque part, faut pas être un peu rétro? Très bonne question. Alors, Jennifer ou Olivier, pour partager un peu la parole, puisque François est très sollicité. Oui, mais c'est lui le spécialiste. Quand on dit... j'aime bien la question que vous posez sur pionnière, parce que l'idée, c'est pas de dire c'est vieux, donc c'est disqualifié. C'est-à-dire que ça serait rétro, ça ne vaut plus le coup, ou oui, il faut aller chercher les vieilles méthodes. En fait, c'est aussi... on le voit bien, c'est aussi une question d'équilibre. Pour revenir à ce qu'on évoquait autour des modèles et aussi de cette agriculture urbaine, on voit bien qu'on ne peut pas produire toutes sortes de... Vous m'arrêterez si je me trompe, mais qu'on ne peut pas produire toutes sortes de denrées alimentaires en ville. Hein. Bon, donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut... faire en ville et d'autres pas? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut maintenant faire en ville parce que les villes, elles ont un certain développement, elles ont certains espaces? Je crois qu'en effet, vous avez raison, on n'invente rien, mais il y a une nécessité de ce qu'on disait tout à l'heure, de se réapproprier l'espace, de refaire du lien et de retrouver aussi un sens à son assiette. Donc toutes ces choses font peut-être réapparaître de techniques plus anciennes qui sont pas forcément disqualifiées, mais d'une certaine façon qui sont nécessaires maintenant parce qu'on est dans une structure, dans des écosystèmes. Peut-être que le réchauffement climatique aussi a aidé à donner de l'actualité à toutes ces nouvelles cultures, non? Le problème c'est vrai que c'est complexe parce que tout est un peu imbriqué, c'est-à-dire que on pointe souvent
la responsabilité de la production agricole dans les émissions de gaz à effet de serre. Et donc on dit, si on veut qu'il y ait moins de réchauffement, il va falloir aussi transformer pas simplement les transports, la construction, il va falloir aussi réformer la façon dont on élève, dont on fait de l'agriculture. Donc c'est vrai que ça a un impact, mais c'est vrai que ça a un impact qui est beaucoup moins immédiat que ce dont on parle là, hein, c'est-à-dire de se nourrir tous les jours, parce qu'on est dans des échelles de temps beaucoup plus étendues. Bien qu'on commence à voir les premiers effets de ces dérèglements. On peut peut-être prendre la nouvelle question alors. C'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire par rapport à ce qui a été dit derrière. Enfin, tout à l'heure, je me présente, je suis à COP de France. Je sais pas si vous connaissez, c'est la Fédération des coopératives agricoles, où on est assez proche de la FNSEA parce qu'on partage pas mal de leurs préoccupations. Moi, je suis inquiète un peu du virage que prend. J'étais à AgroParisTech et les débats que prennent l'agro. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de réaction dans la salle par rapport à ce qui peut être dit au niveau des syndicats majoritaires, donc COP de France pour les coopératives, FNSEA pour les agriculteurs. Il n'y a pas d'opposition et il n'y a pas de négation que le modèle agricole est en train de changer. Le changement, il se voit tous les jours. Il y a eu une prise de conscience énorme au niveau du monde agricole et les agriculteurs, vous allez les voir sur le terrain, ils veulent changer. Le problème, c'est qu'ils vous disent, mais avec quelle solution ? Donc on sait bien beau, là on parle d'agriculture urbaine, permaculture, il faut savoir que c'est des choses qui marchent surtout avec des produits qu'on arrive à valoriser en direct. Une carotte, vous arrivez à la valoriser. Mais l'agriculture française, la majorité c'est des céréales. Allez voir quelqu'un avec vous de blé, il sait à peine que le pain qu'il mange, que les pâtes, etc. est fait avec du blé. Comment vous voulez qu'il le valorise derrière ? Donc toute cette production et des personnes comme McDo, je suis pas du tout pro McDo, mais McDo derrière il propose des contrats à ces gens-là. Et un agriculteur qui est engagé en contrat avec McDo, il est fier de le faire parce que son blé est beaucoup mieux rémunéré dans cette filière McDo que dans le blé au cours mondial qui est vendu en ce moment pas très cher. Faut voir d'où on vient. On vient quand même aussi d'une agriculture qui s'était fixé des objectifs après-guerre de produire beaucoup avec une qualité sanitaire. Faut pas l'oublier, cette qualité sanitaire. Je pense que l'agriculture française a bien réussi cet objectif. Et là, on est arrivé à un moment où il y a des nouvelles attentes, notamment de prise en compte davantage de la santé humaine et de l'environnement. L'agriculture est prête à relever ces défis-là, à condition qu'on lui montre des solutions. Les modèles que vous exposez peuvent faire partie de sources d'inspiration, mais ne peuvent en aucun cas être la norme pour toute l'agriculture. Donc je pense que c'est important de ne pas opposer les modèles et de ne pas dire que le conventionnel, c'est des gros pollueurs qui, de toute façon, ils pensent qu'à ça, de mettre des phytos, ça les fait plaisir. C'est pas du tout le cas. Un agriculteur a les mêmes préoccupations que nous, bobos parisiens, et même encore plus fortes, parce que les produits phytos, c'est lui qui les applique au quotidien, donc c'est lui le plus exposé. Donc voilà, je pense que en tant qu'ingénieur agronome, il y a des mots qu'il faut pas avoir peur de dire, il y a des choses qu'il faut pas avoir peur de défendre et ne pas aller dans la facilité de défendre qu'un modèle bio, qu'un modèle de permaculture, que les modèles agricoles sont multiples et c'est important de prendre en compte cette multiplicité. Merci beaucoup d'apporter de la contradiction à... Alors, qui a envie de... je ne sais pas si ça demande une réponse, d'ailleurs. C'était une interpellation. La question de... malgré tout, enfin, je partage tout à fait votre avis. Je veux dire, il y a vraiment... Enfin, on n'est pas dans une espèce de fixisme total de désagriculture. Et le pluriel que vous employez me paraît tout à fait adéquat. Pour autant, c'est vrai que... par rapport à un certain type de critiques qui sont renvoyées aujourd'hui à l'agriculture, justifiées ou non, on constate quand même une extrême difficulté. Moi, je connais suffisamment de responsables agricoles, y compris à l'état-major de la FNSEA, et pour avoir discuté avec eux. Il y a quand même une angoisse, enfin c'est plutôt une inquiétude face à ces critiques, parce que... et qui s'explique assez facilement. C'est-à-dire, en 1945, le fameux grand contrat social modernisateur, les agriculteurs français représentaient 33% de la population active environ. Ils sont moins de 2% aujourd'hui. Dans les communes, le nombre de maires agriculteurs était très conséquent. Combien il y a de maires... Alors, je n'ai pas les chiffres des dernières élections. Ils sont, vous trouvez sur les publications du CEVIPOF en particulier. Les agriculteurs ne représentent qu'une fraction infime des élus dans les communes rurales.
À Paris, je comprends qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et donc, comme les villes pèsent aussi dans les communautés de communes, etc., la parole des agriculteurs dans les instances politiques, elle est en train de disparaître. Donc, leurs inquiétudes et leur frilosité face à ces critiques, elles sont compréhensibles. Et quand je parlais de croyance et d'attachement, un certain, non pas de modèle technique, mais de valeur de la production pour la production, du discours sur la France puissance exportatrice. Je comprends que Soufflet dise ça, ça, il n'y a pas de problème. Les plus gros exportateurs mondiaux de céréales est français, c'est une inquiétude qu'il a. Mais la Dijon, nous avons construit, et je dis nous, en sens que je ne parle pas des agriculteurs eux-mêmes, mais des appareils politiques, des scientifiques, etc. Je veux dire, prenez un grand colloque scientifique sur les questions agricoles aujourd'hui et comptez le nombre de fois où sera prononcé le mot agriculteur. Agriculture, ça va revenir toutes les 2 phrases. Alimentation, toutes les 2 phrases. Les agriculteurs ont disparu du paysage scientifique de l'agriculture. Alors, pas tout à fait. Il y a encore des gens qui s'y intéressent. Mais sur des questions, des réunions internationales de scientifiques en économie agricole, le mot agriculteur risque de ne pas être prononcé dans les 4 ou 5 grandes conférences plénières qui ouvriront les ateliers, où peut-être on les entendra. Dire cette disparition du monde, alors que la figure paysanne était constitutive de l'identité française, fait que je comprends, et je ne suis pas à le dire c'est des enfoirés, la position des leaders actuels du syndicalisme majoritaire ou de la coopération. Je la comprends, mais le fait est que de temps en temps, des prises de position, parce qu'ils ne savent pas comment prendre le dialogue avec le reste de la société. Ils disent, ça fait 20 ans qu'ils disent qu'il faut dialoguer, mais ils ont énormément de mal. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Ils n'y arrivent pas. Et plus ils n'y arrivent pas, plus ils sont dans cette angoisse-là, plus ils sont dans une forme de, en tout cas publiquement, d'une défense qui est, de mon point de vue, totalement contre-productive. Ouais. Alors, merci pour cette réponse. Une autre question, peut-être sur le même thème ou qui poursuit. Bon, bah alors, sur le même thème, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, alors avant, peut-être, merci de... Pas exactement sur le même thème. Un petit peu, en fait, ça reprend à ce que tu dis. C'est vraiment très, très intéressant. Moi, j'ai fait mes études au Canada, à Montréal, en agroalimentaire. Et j'ai envie de faire partie de la transformation de l'agroalimentaire, surtout en Amérique du Nord. Et j'aimerais pouvoir promouvoir les céréales dont tu parles. J'aimerais, parce que je les connais très bien, ces céréales, et je vois le bénéfice. Mais on se heurte à des consommateurs qui ne savent pas ce qu'il y a dans leur pain, qui ont aucune idée, et c'est pas grave, ils ont d'autres choses, ils ont d'autres problèmes, on peut comprendre. Mais je me demande qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire et est en train de faire pour imposer, pas imposer, mais faciliter la compréhension et l'utilisation de ces céréales ou des meilleurs aliments tous les jours, au lieu de donner tout le pouvoir au consommateur qui n'a pas forcément que ça à faire que de lire des recherches et des revues en agroalimentaire comme nous on peut faire tous les jours. Alors, Jennifer. Oui, juste un éclairage qui est intéressant dans beaucoup de justement, toujours en ville, dans beaucoup de projets. On a le projet politique de se réapproprier des espaces pour faire de l'agriculture, etc. Il est très souvent quand même accompagné, du moins en France, par un volet pédagogique, c'est-à-dire d'essayer de faire retourner les enfants pour voir qu'un légume, une pâte, les pâtes ne sont pas des légumes, un légume que ça pousse dans la terre, etc. Donc il y a quand même, alors ça, je ne sais pas si il y a des actions pédagogiques qui sont menées certainement aussi avec le miel béton, ouais. Parce que c'est très souvent, ce qu'on se dit souvent, à quoi ça sert, ils vont mettre du maraîchage sur un toit, la bonne affaire, mais il y a quand même là des tas de jeunes citoyens en devenir qui reprennent contact dans des espaces pas du tout à proximité de champs, etc., avec un vrai produit. Donc ça,
ça me semble positif. Après, c'est certainement pas suffisant, mais j'ai l'impression qu'il y a une forte composante quand même pédagogique de tous ces projets qui sont initiés autour notamment de l'agriculture urbaine. C'est un peu cette question de la... En fait, tu dis les consommateurs ont le pouvoir. Bon, alors là, on pourrait rentrer, on ne passer des nuits à la réalité du pouvoir des consommateurs. Mais effectivement, par contre, tu dis, et c'est très important, les consommateurs ne savent pas ce qu'il y a dans leur pain. Ils ignorent même que ce pain est fait avec des céréales. L'un des drames des sociétés de cette fin de XXe siècle, début XXIe siècle, c'est effectivement la question de la rupture culturelle autour de l'acte alimentaire. Et la désorganisation des repas ou l'ignorance totale de ce que l'on mange sont les deux facettes d'un même quelque... Et la question que tu poses, c'est comment on réinvente dans les sociétés comme la société nord-américaine, qui est quand même l'une des plus affectées par cette déculturation, comment on réinvente une culture de la raison alimentaire. Et la question de la reconstruction du lien des consommateurs à l'acte même de production est probablement essentiel. C'est-à-dire que, mais comment on va faire? Alors à petite échelle, ces initiatives éducatives ou pédagogiques fonctionnent. Mais comment on fait pour transformer une culture à grande échelle? On a très bien su démolir ce qu'on avait. Comment on reconstruit? On parlait tout à l'heure de l'épluchage des carottes. Est-ce qu'on peut dissocier les choix alimentaires des gens, des modes de vie? Est-ce qu'on peut dire que les gens choisissent aujourd'hui, travaillant au centre de Paris, ayant une famille, des revenus pas très élevés, d'aller vivre à 1h30 de transport du centre-ville? Et donc, de dire je ne suis pas en situation de faire de la cuisine. D'autre part, j'ai d'autres types d'activités qui deviennent concurrentes. Je ne sais pas, regarder la télé, tout ce que tu veux. Comment on peut faire pour réinventer une culture? Ça, je ne sais pas. Je sais que c'est l'enjeu. Mais je dirais que la réponse à cette question nous appartient à tous. Oui. Alors, une question, la nouvelle question. Bonjour. Donc moi j'aurais une question qui émerge d'un double constat en fait. Le premier c'est que comme vous l'avez dit, il y a l'opinion un peu qui aurait changé, l'opinion citoyenne qui serait en faveur d'une agriculture et une alimentation plus respectueuse à la fois de l'environnement et à la fois de nous-mêmes. Et le deuxième constat, ça serait que voilà, les ressources financières traditionnelles qu'on peut avoir, donc européennes, françaises ou bancaires, sont pas forcément en faveur de ce type d'agriculture, ou du moins pas aujourd'hui. Donc quelle serait la place finalement du financement, quelle est la place du citoyen dans ce financement, et est-ce qu'on ne peut pas avoir des solutions à travers le financement participatif? Merci. Alors Olivier, je pense qu'il est comme praticien, c'est peut-être le plus à même de répondre. Alors le modèle de financement participatif est assez limité, parce qu'à chaque fois qu'on a un projet qui dépasse plusieurs dizaines de milliers d'euros, on se rend compte qu'il est assez difficile quand même, parce que d'imaginer par un financement participatif, du crowdfunding, ce genre de projet. Et moi, je trouve que vraiment là, on a à traiter des sujets qui, à un moment, s'ils sont à l'intérieur d'un thème qui s'appelle l'agriculture, qui pour le coup est vraiment au pluriel, quoi. Hein. Parce que là, on parle d'une succession d'agricultures qui n'ont des fois rien à voir les unes avec les autres et qui ont chacune un intérêt, mais qui aussi sont sur un rapport d'échelle avec leur territoire. Nous, on va évoquer quelque chose qui est finalement un peu appuyé par quelques expériences qui sont comme a pu le faire à un moment la ferme du Bec-et-Loing, en expliquant que finalement, sur une plus petite exploitation en permaculture, on pouvait avoir un modèle économique qui était beaucoup plus viable. Aujourd'hui, du coup, nous, d'une certaine façon, indirectement, on a beaucoup de personnes qui viennent nous appeler et qui nous disent, voilà, j'étais cadre dans une société, j'imagine une reconversion complète, je suis prêt à diviser mon salaire par deux et avoir une meilleure qualité de vie et me recentrer sur quelque chose qui serait complètement en cohérence avec évidemment mes aspirations, mes valeurs. Et donc, on se rend bien compte que là, il y a vraiment une envie de
pour le coup synchroniser un désir peut-être pour la planète, mais d'abord un désir pour soi, et puis un modèle économique qui nous permette de nous rééquilibrer. Moi, c'est ça que je vois là de plus en plus, des gens qui viennent bénévolement passer une journée. Voilà, ils ont décidé de travailler 4 jours plutôt que 5 par semaine, et de passer une journée à la fois à apprendre, à se confronter au vivant, parce qu'ils considèrent que finalement c'est aussi important. On est vraiment dans un moment où là, moi j'ai une vision assez pessimiste sur un certain nombre de sujets, et là pour le coup, je vois quand même une certaine évolution. Tout à l'heure, on parlait de la façon qu'on avait quand on était un politique, un élu d'arrondissement, de considérer une parcelle qui a eu un moment été prêtée à une association pour faire de l'agriculture urbaine, qui était en fait prêtée sur quoi? Sur un intervalle d'urbanisme. Finalement, pendant qu'on a une association qui fait un peu d'agriculture urbaine, on a 2-3 ans pour trouver un promoteur, pour monter un programme, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que ces pratiques citoyennes d'habitants, elles sont peut-être plus difficilement délocalisables. C'est-à-dire que ça va faire une série de pétitions. Les gens se sont à la fois attachés à un terrain, mais aussi à des usages, et aussi à un écosystème relationnel. Bref, ça a produit quelque chose qui sera difficile ensuite de soustraire. Et donc, si à un moment l'opportunité d'une agriculture urbaine il y a 10 ans était beaucoup plus considérée comme un opportunisme par des élus, par des acteurs de la ville, aujourd'hui on se rend compte que d'une certaine façon ça crée à la fois du lien mais aussi de l'attachement, et pour certains même de la nécessité, et que même si on est du coup détaché d'un modèle économique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, il y a tout de même de plus en plus, je trouve, d'aspirations citoyennes, de gens qui imaginent peut-être changer à la fois d'activité, changer peut-être aussi de géographie, parce que vivre en ville, c'est formidable, mais ça a ses limites. Et moi, d'une certaine façon, je l'ai aussi vu d'une certaine façon avec déjà une pratique du côté des abeilles. Ce désir un peu de se sortir d'une culture hors sol, où à un moment, cet éloignement du vivant fait qu'on se retrouve un peu en peine, avec un besoin de se reconnecter. Moi, je l'ai vécu à mon corps défendant sur la façon de redécouvrir la patience des saisons en travaillant avec les abeilles tout en étant un urbain. Voilà, on a ce témoignage-là, en fait, d'une certaine façon. Alors, est-ce que c'est une évolution durable qui sortirait d'une mode? Je pense que tout de même, ça imprime une volonté, et peut-être une volonté de changement. Merci. Une autre question alors. Alors, c'est une question sur l'agriculture urbaine. On a beaucoup parlé de lien social, de témoignages. Est-ce qu'il y a eu des recherches pour avoir une idée de l'importance que ça pourrait prendre? Parce que pour l'instant, ça représente pas grand-chose en fait en termes de volume. Et donc, est-ce que ça pourrait prendre de l'importance en France? Et est-ce qu'il y a une place pour les agriculteurs, ou est-ce qu'on est dans un contexte associatif dont ils sont un peu exclus? Alors, importance dans quel sens? Importance en termes de production, justement? Oui, voilà, est-ce que ça peut devenir une part... D'accord. Qui a envie de répondre alors? On retombe sur la question des volumes. Moi, je sais pas. C'est vrai que l'étude dont je vous parlais là, qui vient tout juste de sortir sur cette évaluation en fait mondiale d'espaces potentiels dans les villes pour faire pousser des choses hors des espaces récréatifs. Enfin, c'est pas juste on prend des étendues et puis on se dit on pourrait faire pousser des choses. C'est vraiment des espaces qui peuvent être dédiés à cette activité. Vous voyez, ça vient juste de sortir cette évaluation. Donc c'est vrai que on a peu de... On a encore peu d'études sur le côté dans cette étude, il est dit que 10% des besoins en légumes pourraient être couverts par de l'agriculture urbaine si elle était vraiment développée de façon planétaire. Vous voyez, bon, ça c'est un chiffre. Après, il faut les volumes, les chiffres doivent s'interroger sur le versant plus politique, social, sociologique. Il y a des études, il y a de nombreuses études qui ont été menées. Moi, j'en ai beaucoup vu, notamment vraiment autour de ce qui a été initié aux États-Unis. Il y a des études qui ont été menées, notamment dans le Bronx, sur des communautés très défavorisées. Comment est-ce qu'elles peuvent se réapproprier, une action au quotidien, etc. Ça, c'est des études qui ont été menées par des chercheurs sur plusieurs années. Donc oui, il existe un corpus scientifique sur ces apports en fait à la fois techniques, sociologiques de ces nouvelles pratiques agricoles. Vous pouvez
Vous pouvez les trouver, elles existent, même si c'est en train de se faire. Hein, vraiment, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que... Ah oui, en haut. En fait, c'est pas une question, mais c'est pour compléter la réponse sur ce lien entre l'agriculture urbaine et la profession agricole. Et en même temps, ça fait le pont avec la remarque qui a été faite tout à l'heure sur justement ce dialogue en fait entre les urbains et la profession agricole. Moi, je travaille en agriculture urbaine depuis 2 ans. Du coup, je commence à avoir un petit recul là-dessus. Et c'est vrai qu'on observe que au départ, la profession agricole voilà, s'intéressait pas trop à ce phénomène de l'agriculture urbaine, ou alors soit elle considérait que c'était anecdotique, ou soit alors elle s'imaginait des grandes fermes qui viendraient remplacer les produits du périurbain. Donc voilà, il y avait un peu cette incompréhension. Puis finalement, grâce à ce phénomène de développement de l'agriculture urbaine, moi je le vois à Paris, voilà, notamment avec les pariculteurs, où il a fallu évaluer les candidatures en fait. Et là, en fait, la mairie de Paris a fait appel à la Chambre d'agriculture pour évaluer les candidatures, évaluer les systèmes techniques proposés, etc. Et là, en fait, commence le dialogue. Donc, il n'y a pas que par ce biais-là, hein, il y a aussi par d'autres biais, mais voilà, moi, c'est mon expérience. Et donc, voilà, on commence un peu à essayer de comprendre en quoi ça consiste, l'agriculture urbaine. Et puis, les urbains commencent un peu à se demander, voilà, l'agriculture... en fait, il n'y a pas que des méchants. Ils proposent aussi leurs compétences. La Chambre d'agriculture, par exemple, a beaucoup de compétences sur l'hydroponie. C'est un système technique qui est couramment utilisé en agriculture urbaine. Donc voilà, ça permet vraiment d'entamer ces échanges-là. Et puis c'est pareil avec les syndicats. Au début, avec les jeunes agriculteurs, c'était pas forcément évident de dialoguer là-dessus. Et puis finalement, là, on commence à de plus en plus parler, à faire des conférences, et voilà, et on commence à travailler ensemble. Et donc voilà, ça commence, et voilà. Et je pense que vraiment l'agriculture urbaine vient. Et j'espère qu'elle continuera à faire que ces deux mondes-là se rencontrent et voilà, et faire en sorte qu'ils se comprennent. Merci pour votre témoignage. Alors donc il y a des passerelles qui commencent à se créer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je vais essayer de passer par... Bonsoir. On parle beaucoup des agriculteurs et je me pose la question suivante. Doit-on également, du côté consommateur aussi, de faire différemment? C'est-à-dire que est-il nécessaire de consommer des produits de saison et les produits qu'on appelle les produits moches, même si on fait la publicité, parce qu'il y a beaucoup de légumes qui sont jetés parce qu'ils ne rentrent pas dans certains critères. Donc est-ce qu'il n'est pas nécessaire aussi de revoir ça pour consommer différemment et du coup de plus manger des tomates quand c'est plus la période des tomates, même si on peut le faire différemment, mais de revoir notre mode de consommation aussi. Oui, Jennifer. Ça, il y a un aspect qui est intéressant, je trouve, dans toute la discussion autour des circuits courts, quoi. Hein, c'est-à-dire, on va s'approvisionner dans des circuits qui n'ont pas nécessité d'importer des denrées, d'avoir une empreinte carbone pas possible. Enfin voilà. Et la saisonnalité et le critère est un des critères essentiels de réussite, de vertu environnementale de ces circuits courts. C'est-à-dire que si on est sur des circuits courts, mais avec des produits pas forcément de saison, ça va pas, la vertu écologique va pas être forcément prouvée. Donc c'est très important en effet de transformer son approche, d'une certaine façon de se raisonner dans sa consommation. Et il y a aussi, moi, je trouve que c'est quelque chose auquel on est quand même confronté, c'est que c'est quand même assez compliqué de savoir comment consommer aussi. C'est-à-dire que tout simplement, est-ce qu'il faut absolument bannir la grande distribution? Est-ce qu'il faut, vous voyez, donc toute cette démarche aussi pour aller chercher l'information qui va permettre d'une certaine façon de bien acheter ces aliments ou d'aller au bon endroit. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans les informations aux consommateurs, parce que même si le consommateur a envie de bien faire, il n'a peut-être pas forcément toutes les informations. Je pense à la pléthore de labels qu'on a des fois sur des produits. Il y en a tellement qu'on
n'arrivent même plus à savoir ce qu'ils veulent dire exactement. Enfin, donc, cette discussion autour de quels repères pour bien consommer et aussi de revenir à des basiques avec, on ne va pas manger les tomates en hiver, on va essayer d'éviter. Oui, ça, c'est vraiment au cœur aussi de ces démarches. Et le gaspillage alimentaire, c'est clair que c'est un problème quand même gravissime, quoi. Alors, j'ai peut-être une dernière question en haut, puis après on va pouvoir continuer la nuit des idées. Au café, au bistrot, hein? Moi j'ai été étonnée de l'absence d'un sujet. On a parlé du rôle du consommateur, du rôle de l'agriculteur, mais pas du rôle de l'expert. Or, si je me trompe pas, on est dans une école qui va former l'expertise agronomique. Moi, je suis fille de paysans. Les paysans voient défiler un nombre d'experts tous les jours qui viennent des coopératives, qui viennent de l'extérieur sur différents sujets, que ce soit les phytosanitaires, que ce soit les nouvelles pratiques agricoles. Et je trouve qu'on interroge assez peu ce rôle de l'expertise qui, comme vous l'avez bien dit, repose sur quand même beaucoup de croyances aussi. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là? Parce qu'on pose la question de l'agriculture, de l'agriculteur, on pose la question du consommateur, mais je trouve qu'on propose assez rarement la question de l'expert. Merci. Qui peut répondre? Sans doute François. C'est un petit problème en effet. C'est vrai qu'on oublie que les agriculteurs n'ont pas participent de réseaux de diffusion de connaissances, participent quelquefois de réseaux de diffusion de connaissances qui sont aussi des réseaux de diffusion de liens économiques, on va appeler ça comme ça. C'est vrai que l'une des questions qui a été posée, les coopératives sont reconnues comme organismes de développement au titre du conseil agricole produit par les coopératives. Et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, s'est posé sérieusement la question du lien d'intérêt. Je veux dire, est-ce que je peux espérer que quelqu'un qui vend un produit en même temps vende la critique du produit? C'est vrai que c'était. Donc on a tenté de mettre en place des règles qui permettent de distinguer les deux fonctions, commerciale et conseil. Jusqu'à quel point ça fonctionne ça fonctionne. Enfin oui, ça fonctionne, mais jusqu'à quel point le vendeur n'est pas toujours, alors qu'il soit coopératif ou pas, n'est pas, en fait, quand on regarde, il y a eu des travaux qui ont été faits sur les contacts des agriculteurs. On dit, ils voient plein d'experts. En fait, on se rend compte qu'ils n'en voient pas tant que ça. En tout cas, ils les voient quelques-uns assez régulièrement, mais l'agriculteur moyen, en moyenne, les gens en voient beaucoup moins que ce qu'on pense. Et la première catégorie d'experts qu'ils voient, c'est les gens qui leur vendent les produits, les matériels ou qui leur achètent les animaux, les machins. Et du coup, une partie de l'expertise se fait à travers des relations qui sont des relations commerciales. Ce qui peut poser des problèmes, honnêtement. L'autre chose, c'est que l'essentiel des experts que voient les agriculteurs sont les premiers experts. Il y a suffisamment de travaux qui montrent ça relativement bien. C'est leurs voisins agriculteurs. Et l'un des trucs qui est assez étonnant dans les dernières années, c'est que compte tenu de la déflation du nombre d'agriculteurs et de l'homogénéisation de leur profil, il y a des coins où, y compris, les gens ne voient même plus leurs voisins agriculteurs parce que, quelque part, ils n'ont pas le temps, ou voire ils se croisent plus, dans la rue. Et cette question de l'isolement des agriculteurs, quand on regarde les enquêtes sur la façon dont ils conçoivent leur bien-être personnel, l'isolement devient un facteur d'inquiétude. Plus ou moins, suivant les régions, suivant les zones, etc. Et cette peur de l'isolement, elle fait aussi que, de façon assez étonnante, moi je vois des cas là, avec le groupe d'agriculteurs de petits maraîchers avec lesquels on travaille en Lorraine. En fait, ils sont en relation quasiment maintenant régulière et quotidienne avec des voisins qui sont des agriculteurs ordinaires. Tout simplement parce qu'ils sont, même si ils sont pas pareils, ils sont tous agriculteurs. Alors ils discutent, ils bavardent, et clairement pour leurs voisins, ces nouveaux paysans deviennent pas des références, certainement pas, mais en tout cas
des gens avec qui ils rentrent en dialogue, ce qui leur permet aussi, quelque part, de plus facilement ouvrir leur propre point de vue. Mais la question de l'expertise, vous avez raison, c'est une question absolument fondamentale, à ces différents niveaux. Les scientifiques, moi j'étais plus souvent associé à de l'expertise pour l'État, pour l'Europe, pour des choses comme ça, où je tiens un discours qui est le mien, qui n'est pas forcément exactement le discours sur la science politique dont je parlais au départ, hein, que les choses soient claires. Mais le rôle des experts en agriculture, effectivement, doit être mis sur le tapis. Mais les seuls qui peuvent le mettre légitimement, c'est les experts eux-mêmes et les agriculteurs. C'est-à-dire que les consommateurs, les citoyens, les élus urbains sont dans une ignorance totale et absolue de ce qui se négocie entre les experts et les agriculteurs. Donc là, je veux dire, il y a aussi une responsabilité des organisateurs, des agriculteurs, des organisations sociales, de se poser à la question des systèmes de conseil, d'expertise auxquels ils sont associés. Merci beaucoup. Donc c'est quand même, on apprend qu'il y a là aussi des passerelles possibles puisqu'il y a un dialogue inter-agriculteur possible. Je crois que c'est bien. Là, on peut se dire. D'abord, je peux dire merci à vous trois, nos invités, et puis à Hélène aussi. Merci à vous tous qui avez fait vivre les idées ce soir. Merci à Sandrine Lefloïc et Pauline Dorquel de la Diagonale qui sont peut-être encore là. Au service communication d'AgroParisTech, Margot Haro et Ludivine Faès. À Mathieu Pot-Bonneville et à la Nuit des Idées. À Jérôme Fitoussi qui a filmé le débat qui sera disponible sur YouTube dès demain. Vous étiez filmé. Et à Martial Guinet pour la technique et à tout le comité de pilotage des disputes. Merci, bonne soirée.